Bonjour à tous. Aujourd'hui, la plus grande compétition d'équipe nationale, c'est indéniablement la Coupe du Monde, avec des millions, voire des milliards de téléspectateurs pour la finale. Sauf que, vous vous doutez bien qu'avant 1930, date de la première Coupe du Monde, il y avait d'autres choses. Et ces autres choses, ce sont les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui, par rapport à aujourd'hui, n'étaient pas des équipes de moins de 23 ans, plus quelques seniors, mais des équipes nationales, des équipes classiques. Et parmi les finales, celles qui se sont déroulées avant 1930, il y en a une qui sort clairement du lot. Une qui n'a jamais été à son terme. Aujourd'hui, je vous présente la finale des Jeux Olympiques d'Anvers de 1920 entre la Belgique et la Tchécoslovaquie qui ne s'est jamais terminée. Ouvrons l'encyclopédie. Pour remettre dans le contexte, il faut voir un peu qui sont nos deux adversaires de ce jour. Déjà, la Belgique. La Belgique qui est à domicile, parce que Anvers a été sélectionnée comme ville hôte des Jeux Olympiques après que la Première Guerre mondiale ait ravagé la Belgique. Par conséquent, les Belges ont eu l'autorisation d'organiser les Jeux Olympiques et leur équipe de foot était donc très logiquement qualifiée d'office. Sauf que leur parcours, même si il est relativement correct, pas dire qu'ils soient flamboyants. En effet, le premier tour déjà, ils sont exemptés parce qu'ils sont pays hôtes et qu'en plus, il n'y avait tout simplement pas assez d'équipes. Le deuxième tour, il se repose sur Fernand Niso qui fait une prestation exceptionnelle contre l'Espagne, victoire 3-0. La seule prestation aboutie de cette équipe belge avant la finale contre la Tchécoslovaquie, c'est le match juste avant, la demi-finale, contre le voisin néerlandais que les Belges étrillent 3-0 de manière clean. Côté tchécoslovaque, on est sur une équipe de fous furieux. Basiquement, on est sur une équipe qui a toujours gagné. C'est pas une manière de parler, ils ont littéralement toujours gagné. En fait, dites-vous que la Tchécoslovaquie est indépendante que depuis même pas 2 ans à ce moment-là, puisque c'est un pays qui a été créé des ruines de l'Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale. Sauf que comme on vous l'a dit, c'est les JO de 1920. La Première Guerre mondiale, ça fait même pas 2 ans qu'elle s'est terminée. Et du coup, les Tchécoslovaques qui ont monté leur équipe de football, ils ont gagné littéralement tous leurs matchs. Ils ont une équipe qui est très offensive, qui fonctionne très bien avec des éléments en attaque qui sont monstrueux. Big up à Mazal, qui avait quand même calé un triplé contre la France en demi-finale. Et concernant le parcours, il est sans faute. On est sur un premier tour gagné contre le RSCS, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes qui deviendra plus tard la Yougoslavie, où ils gagnent 7-0. Ça démarre plutôt bien. Ensuite, en quart de finale, ils viennent taper la Norvège, 4-0. Norvège qui avait éliminé au premier tour l'équipe de Grande-Bretagne, qui était un exploit gigantesque. Pour vous donner un petit peu une idée d'exploit, il faut se dire que la victoire de la Norvège contre la Grande-Bretagne, c'est considéré selon Elo, un site qui regroupe un classement, on va dire, plus réaliste que le classement FIFA vis-à-vis des équipes nationales. Selon Elo, la victoire de la Norvège contre la Grande-Bretagne est tout simplement le plus grand exploit de l'histoire du football, la plus grande surprise, on va dire. Cette Norvège qui ne fait donc pas long feu, vu qu'elle est éliminée 4-0 le tour suivant par les Tchécoslovaques, et comme on l'a dit brièvement tout à l'heure, l'équipe d'Europe centrale élimine la France en demi-finale sur le score de 4-1. On se retrouve donc en finale entre ces deux formations qui vont jouer dans une formation très offensive, on va dire, puisque c'est un 2-3-5. Alors, c'est pas une blague, c'est qu'à l'époque, tout était porté sur l'offensif. Le défensif était bien moins mis en avant, on va dire. Ce qui explique des scores de fous furieux comme des 7-0 ou comme dans d'autres matchs, on peut voir des matchs avec 10 buts, 9 buts. C'était beaucoup plus fréquent, on va dire. Donc on se retrouve avec un 2-3-5, avec en attaque côté belge, un trio devant avec Robert Copé au centre, Louis Van Egg et Henri Larnaud en attaquant intérieur, Désiré Bastin et Mathieu Brogard sur les côtés extérieurs. Pour ce qui est de Tchécoslovaque, on a aussi des très belles têtes avec Václav Platt au centre, en avant-centre. Ensuite, sur les côtés, on a Jan Vanik d'un côté et Anthony Nyanda de l'autre. Et sur le côté extérieur, par conséquent, on a d'un côté Mazal, côté gauche, qui, je vous rappelle, a calé un triplé contre la France, donc le gars est quand même déjà bien vénère, et Joseph Sedlacek, de l'autre côté, qui fait également un très beau tournoi. On se retrouve donc ce 2 septembre 1920, dans une ambiance de fou, parce que ça se déroule au stade olympique d'Anvers, les Belges sont à domicile, et ils sont tellement à domicile que le stade, il est complet. Les 35 000 places
elles ont été prises en à peine quelques minutes dès que le stade a ouvert. Si bien qu'il est complet à l'intérieur, mais il est aussi complet à l'extérieur. Des gens qui n'ont pas réussi à rentrer. Ce qui fait que là, en termes d'ambiance, on peut difficilement faire mieux. Et du coup, place au match, tout simplement. Le match commence avec des Tchécoslovaques, comme on aurait pu le prévoir, en feu. En effet, ils viennent complètement asphyxier les Belges. Il n'y a pas de double sens, c'est vraiment la Tchécoslovaquie enchaîne et manque même de mettre certains buts. Le fait est que les Belges, selon le magazine Lotto de l'époque, Lotto qui est un très grand magazine sportif pour l'époque, les Belges ils viennent défendre héroïquement contre les premiers assauts tchécoslovaques. C'est vous dire à quel point c'est miraculeux qu'ils tiennent le 0-0. Sauf que sur une contre-attaque, après une action tchécoslovaque, les Belges ils vont réussir à faire une percée. Une percée dangereuse. Une percée tellement dangereuse que Mathieu Bragard, il va réussir carrément à tirer au but. Sauf que ce tir au but, il va être contré par la défense tchécoslovaque de la main. Penalty. Sifflé par John Lewis. L'arbitre anglais de la rencontre, de 65 ans, va désigner le point de penalty après avoir signalé, selon lui, une main de la part du défenseur tchécoslovaque qui aurait contré la balle. Les joueurs d'Europe centrale sont furieux, selon eux, il n'y a pas du tout main. C'est une erreur de la part de l'arbitre et ils viennent lui faire signaler. L'arbitre ne bronche pas, pour lui, il y a penalty. Le Belge Robert Copé se tire au point de penalty, tire et marque. Complètement contre le cours du jeu, la Belgique ouvre le score, 1-0 pour les autres. Après ce but, les Belges, ils vont commencer un peu à se réveiller et ils vont faire, selon toujours Lotto, qui suivait la finale à ce moment-là, ils vont faire belle impression au point qu'ils vont commencer à reprendre un peu de terrain. Et mieux encore, chose impensable 20 minutes plus tôt, Henri Larnaud va réussir à bien se positionner pour aller fixer le gardien tchécoslovaque. 2-0 pour la Belgique à la 35e minute. On revient de très loin pour les Belges. On passe d'un moment où ils sont complètement noyés à un moment où ils viennent faire le break, tout simplement. Mais encore une fois, les Tchécoslovaques ne sont pas d'accord. Selon eux, le but doit être refusé. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai recherché pendant 1 heure, j'ai jamais su si c'était une faute ou un hors-jeu. Il y a les deux que je trouve de temps en temps, j'ai pas réussi, je suis désolé. Mais pour les Tchécoslovaques, il n'y a pas but, mais pour John Lewis et ses assistants, encore une fois, le but doit être validé. 2-0 pour la Belgique. À ce moment-là, on va pas se mentir, les Tchécoslovaques, ils ont les nerfs. Selon eux, il aurait dû avoir 0-0 et ils se retrouvent avec un break. Et en plus, l'arbitrage considère qu'il est vraiment pour les Belges, qu'il n'y a pas d'impartialité. Et quand les nerfs se chauffent, vous le savez dans un match de foot, les nerfs finissent par lâcher. Et à la 39e minute, Karl Steiner, l'arrière gauche, alors c'est pas un arrière gauche genre à latéral, c'est arrière gauche, en gros il y avait 2 défenseurs centraux, lui il était à gauche, c'est ça. Je préfère prévenir au cas où. Vous l'avez vu sur la compo de toute façon. L'arrière gauche, Karl Steiner, vient mettre, en perdant complètement son sang-froid, un coup de poing. Un coup de poing dans le bas du ventre à Robert Copé, le premier buteur belge. Il va sans dire qu'il va se faire expulser, c'est pas très étonnant. Mais John Lewis ne sort pas de carton rouge parce que ça n'existe pas à l'époque, ça existera bien plus tard. Mais il va l'expulser pour, je cite, brutalité. C'est ce qui a été donné par Lotto pour la faute. Brutalité de la part de Karl Steiner. Le Tchécoslovaque est donc exclu et il va sans dire que tous les joueurs vont venir à sa rescousse et vont commencer à devenir beaucoup plus agressifs vis-à-vis de John Lewis, mais aussi vis-à-vis des Belges qui du coup sont plutôt contents d'évoluer à 11 contre 10 alors qu'en plus ils mènent 2-0. Là pour eux c'est tapis rouge sur la victoire. Là ça va commencer à se tendre très sérieusement, il y a une bagarre qui va commencer entre les Tchécoslovaques, les Belges et l'arbitre au milieu. Sauf que quand je disais bagarre entre les Tchécoslovaques et les Belges, de base je parlais des joueurs, sauf que l'hystérie avait gagné tout le stade et il va y avoir un envahissement de terrain. Donc là pour résumer, il y a 35 000 Belges dans les tribunes qui sont en train de débouler sur le terrain pour aller taper la gueule à 11 Tchécoslovaques qui sont dégoûtés d'avoir un match qu'ils considèrent comme complètement bridé par les joueurs belges, ou en tout cas la fédération belge. Et là, il y a stop. Et pourquoi il y a stop? Parce que les joueurs tchécoslovaques décident de quitter le terrain. Alors, honnêtement, il y a un flou là-dessus. Il y a un flou sur le côté, est-ce que les Tchécoslovaques ont quitté le terrain au moment où les Belges commençaient à rentrer sur le terrain, pas les joueurs, le public, ou est-ce que les Tchécoslovaques ont quitté le terrain avant et ensuite le public est arrivé sur le terrain? Ça malheureusement, les deux versions arrivent de temps à autre dans les témoignages. Je serais incapable de vous donner une idée claire parce que il n'y a pas de vidéo de l'époque, pour des raisons évidentes, et il y a des témoignages qui se contredisent. Donc impossible pour moi de vous donner une version claire sur le sujet. Quoi qu'il en soit, les Tchécoslovaques
quitte le terrain, excédé par l'arbitrage et aussi un peu flippé parce que bah t'as 35 000 pélos qui veulent essayer de te taper sur la gueule. Et du coup, il y a un peu un flottement parce que on se retrouve avec les 11 Belges de base sur le terrain, les 35 000 Belges en plus dessus aussi, l'arbitre qui sait pas trop donner de la tête. Et en fait, après quelques minutes de flottement, à la 43e minute, John Lewis siffle à la fin du match, la Belgique vient de remporter les JO, alors qu'elle n'a pas joué une seule mi-temps. Alors du coup, va falloir qu'on fasse un petit point. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors déjà, il faut savoir que la rencontre a vraiment arrêté. C'est-à-dire que les Tchécoslovaques ont quitté le terrain, ils refusaient de revenir, et en parallèle, les Belges, ils étaient au milieu comme ça, et ils attendaient. Et du coup, sur le moment, la Belgique a bel et bien été championne olympique. Bien évidemment, la Tchécoslovaquie va demander d'annuler le résultat. Ils vont faire un appel de la décision de l'arbitre et du CIO, parce que du coup le comité international olympique avait validé cette décision. Ils vont demander à rejouer le match en apportant 3 éléments à leur appel. Premièrement, ils vont demander de rejouer le match pour la bonne et simple raison que l'arbitrage était pour eux complètement catastrophique de la part de John Lewis. Déjà, il faut savoir que John Lewis il avait arbitré une autre rencontre notable qui était Belgique-Pays-Bas, la demi-finale des Belges. Et les Tchécoslovaques étaient dans le stade à ce moment-là, parce que ça se jouait dans le stade d'Anvers, et en fait, t'avais d'abord la finale de la demi-finale de la Belgique, et ensuite la demi-finale des Tchécoslovaques. Ça jouait le même jour et à la filée, en fait. Et déjà là, les joueurs centre-européens étaient pas très satisfaits de l'arbitrage qui avait été fait vis-à-vis de leurs futurs adversaires. Déjà, ça les avait chauffés. Mais là, entre les 2 buts refusés, plus l'arbitrage en général dans le match qui apparemment n'était pas fameux, il est très clair pour les Tchécoslovaques qu'il y avait un truc. Pour eux, il y avait un truc et ils refusaient catégoriquement d'accepter que l'arbitre rejoue la rencontre si jamais la rencontre était à rejouer. Deuxième élément qui vient d'une règle assez chelou de l'époque, les arbitres de touche. En fait, pour vous expliquer un peu le principe au JO d'Anvers, les arbitres de touche devaient être des nationalités des équipes sur le terrain. Je vais vous expliquer, parce que là, dit comme ça a l'air complètement con. En fait, comme vous le savez, il y a des arbitres de touche de chaque côté. Un arbitre sur le côté gauche, un arbitre sur le côté droit. Et le fait est que selon la règle du CIO aux Jeux Olympiques de 1920, donc dans le cas de Belgique-Tchécoslovaquie, il fallait y avoir un arbitre de touche belge, un arbitre de touche tchécoslovaque. Sauf que, par manque d'arbitre tchécoslovaque, selon le CIO, c'était un arbitre anglais qui avait été annoté, donc de la même nationalité que John Lewis. Et il considérait que la partialité de John Lewis s'était aussi reportée sur l'arbitre de touche anglais et bien évidemment sur l'arbitre de touche belge. Parce qu'on va pas se mentir, du coup, t'avais un arbitre qui était d'une nationalité, l'autre nationalité n'était pas représentée, donc du coup, il y avait forcément un côté qui était plus avantageux sur ce plan-là. Donc la Tchécoslovaquie amène ça comme le deuxième élément de l'appel, et si vous pensiez que c'était le plus étrange, attendez le troisième, parce qu'il est pas mal. En fait, pour vous expliquer, la sécurité du match, c'était la gendarmerie nationale belge. C'est-à-dire qu'en gros, autour du terrain, vous aviez des gendarmes partout. Et selon la Tchécoslovaquie dans son appel, les gendarmes auraient provoquer continuellement les joueurs centre-européens. Vraiment, ils auraient été insupportables et ils auraient même, pire que ça, déshonoré le drapeau, ce qui aurait fait perdre leur sang-froid à plusieurs joueurs centre-européens. Et sous-entendu, bien évidemment, Karel Steiner, le fameux arrière-gauche qui a été expulsé. Alors, qu'est-ce que demandent les Tchécoslovaques à travers cet appel? Évidemment que le match soit rejoué et que le résultat soit annulé, ça n'y a pas de question là-dessus. On s'en est douté dès le départ, on le confirme ici. Mais également des excuses officielles de la part de la gendarmerie belge vis-à-vis du comportement des gendarmes au moment de l'action, qui aurait donc déshonoré le drapeau, qui aurait du coup été très irrespectueux avec les Tchécoslovaques, mais qui, et ça c'est un point important, parce que si jamais ça s'est vraiment passé, c'est une dinguerie. Apparemment, selon la Tchécoslovaquie, c'est les gendarmes belges qui ont démarré l'envahissement de terrain. En fait, selon les Tchécoslovaques, les gendarmes auraient engagé l'envahissement de terrain avec les supporters, genre en gros, ils auraient fait en sorte que les supporters arrivent sur le terrain, pour ensuite créer un mouvement de foule pour qu'ils arrivent tous sur le terrain d'un coup. Ce qui confirmerait donc que les Tchécoslovaques sont partis à ce moment-là et pas que le mouvement de foule a été fait après. Parce que pour qu'ils l'aient vu, faut qu'ils soient sur le terrain. Donc c'est plus du coup cette version-là qui serait la plus cohérente. Mais du coup, les gendarmes, si on résume à peu près la soirée de la police belge, il y a 1. Déshonneur du drapeau, 2. Provocation de l'adversaire, 3. Début d'envahissement de terrain. Journée chargée. Le CIO va répondre à l'appel tchécoslovaque en leur disant non. Ils vont leur dire tout simplement votre appel est refusé, vous êtes disqualifiés. Qu'est-ce que ça veut dire disqualifier? Ça veut dire qu'ils ne seront même pas deuxièmes, c'est-à-dire qu'ils sont éliminés quoi. Genre, ils finissent dernier dans le tableau. Mais du coup, c'est qui a la médaille d'argent? Parce que là c'est bien, on rigole, mais la médaille d'or, c'est bon, c'est les Belges. Mais la médaille d'argent, elle est pour qui? Alors,
Préparez-vous parce que là, ça va chauffer au niveau du cerveau. Globalement, le CIO a prévu pour donner la médaille d'argent un système de Bergvall. Pour faire très simple, le système de Bergvall a pour but de remplacer une équipe qui a été disqualifiée. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre les équipes qu'elle a affrontées avant, ou les équipes quarts de finalistes en l'occurrence, pour ensuite les faire s'affronter dans un mini-tournoi qui à terme donne une finale, et cette finale donne un médaillé d'argent, un médaillé de bronze. Le fait est que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va plus avoir l'air d'un tournoi de repêchage qu'autre chose, parce que tu vas avoir certes les quarts de finalistes, mais tu vas aussi avoir les Pays-Bas, qui avaient, on le rappelle, perdu en demi-finale contre la Belgique, qui vont accéder uniquement à la finale, hein, parce que ils étaient, comment dire, c'était un peu les demi-finalistes qui auraient dû être dans un match pour la 3e place, qui n'a pas eu lieu du coup. Et sans la France étant déjà repartie en France, du coup, on a loupé le projet, puis on a tout simplement pas fait ce match. Et du coup, dans ce système de Bergvall qu'on vous montre à l'écran, parce que j'ai beau essayer de vous l'expliquer avec les mots les plus simples possibles, c'est un bordel à comprendre et à expliquer. Au final, l'Espagne, vainqueur de la médaille d'argent devant les Pays-Bas qu'elle vainc en finale sur le score de 3-1. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cette finale chaotique pour nos deux compagnons du soir? Commençons déjà par le perdant. La Tchécoslovaquie, elle va pas jouer de match pendant plus d'1 an après cet imbroglio qui a eu lieu pendant la finale à Anvers. Mais après ça, ça va être un tracé tout droit, clean comme pas possible. Pendant des années, jusqu'à sa dissolution temporaire en 1939, la Tchécoslovaquie va être une des meilleures équipes d'Europe, avec quasiment que des victoires durant les années qui vont suivre. Et à part en 1927 et en 1937, maximum 2 défaites par an. C'est un super résultat, et d'autant plus qu'ils vont même carrément aller chercher une finale de Coupe du Monde en 1934. Et ensuite, il va y avoir un petit temps mort après la Seconde Guerre mondiale parce que, éventuellement, pour les personnes qui ne le savent pas, la Tchécoslovaquie a été temporairement dissoute entre la Bohème et Moravie d'un côté et la République slovaque de l'autre. La Bohème et Moravie étant un protectorat allemand durant la Seconde Guerre mondiale, la République slovaque étant une république pas vraiment libre, on va dire. C'est un peu un pantin manipulé par l'Allemagne, globalement. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, du coup, la Tchécoslovaquie fera des très belles performances, avec quand même une légère déception vis-à-vis de 1924, les JO juste après, où malgré une belle victoire bien convaincante contre la Turquie au premier tour, ils s'écrasent au deuxième tour, donc en 8e de finale, contre les Suisses après un match rejoué. A noter que c'est quand même pas une performance si dégueulasse que ça, parce que les Suisses finiront ensuite par faire un super tournoi et échoueront en finale contre l'Uruguay. Maintenant, parlons de la Belgique, le champion. C'est pas la même destin. Autant en 1921, ça a été une cata, vraiment, ça n'a pas été une belle année pour les Belges. Autant après, il y a eu une légère éclaircie. Mais on va pas se mentir, elle a été très temporaire. Entre mars 1923 et mars 1928, les Belges vont jouer 33 matchs, 6 victoires et un enchaînement de défaites terrible. Il y a même un moment où ils vont enchaîner plus de 7 défaites. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, en 1924, on a parlé de la Tchécoslovaquie qui s'est échouée en 8e de finale, mais les Belges aussi. Mais attention, à noter que les Belges, là, étaient exemptés de premier tour en tant que champions en titre. C'est logique, il y avait d'autres équipes qui étaient exemptées, mais pour d'autres raisons. Mais en l'occurrence, eux, c'était pour être champions en titre. Et ils vont tomber contre les Suédois en 8e, et ils vont perdre. Mais pas perdre un peu. Ils vont perdre dès leur premier match compétitif, 8-1. Un carnage. Et ils n'ont pas vécu pendant le match. C'est une catastrophe en règle. Et après ça, la Belgique, contrairement à la Tchécoslovaquie, qui va rester à une très belle hauteur, ils vont enchaîner les mauvaises performances. 1930, éliminé premier tour, dernier de son groupe derrière le Paraguay et les États-Unis. 1934, mauvaise performance là aussi contre l'Allemagne, même si honnêtement, ils avaient fait un beau match. 1938, éliminé premier tour par les Français, 3-1 avec l'un des buts les plus rapides de l'histoire de la compétition. Bref, les Belges ne se relèveront jamais vraiment cette période et ils vont errer dans le football européen étant une nation un peu moyenne, avec quand même une éclaircie en 1972 où ils finissent 3e à l'Euro à domicile et en 1980 où ils font une finale d'Euro justement. Mais à part ça, malheureusement, et excepté évidemment la génération récente qui n'était pas mauvaise, on ne retrouvera jamais les Belges au niveau de gagner une compétition internationale. Voilà pour cette vidéo à propos de cette finale complètement oubliée mais quand même bien particulière. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera évidemment pour d'autres histoires, aussi bien étonnantes qu'intéressantes, enfin je l'espère. Et sur ce, il est temps pour nous de refermer l'encyclopédie.